Hop, hop. OK. Parfait. C'est bon, vous y avez accès? Je te laisse la main. Ouais. OK, super. Du coup, moi, je vais vous présenter la pose de VVP chez l'enfant et le nouveau-né qui émane du travail du groupe La prise en charge sur la douleur pédiatrique et entre autres de Laurence, Sophie et moi. Du coup, ce travail, il vise en fait l'amélioration de notre pratique et entre autres l'amélioration de la prise en charge de la douleur lors de ces actes invasifs. Dans un premier temps, on va voir un petit peu de quoi on parle. Au niveau des poses de une VVP, simplement on parle d'un cathéter veineux qui est court, qui est dans une veine périphérique et qui va servir à l'administration d'un traitement IV, dans le cadre d'une urgence vitale, une antibiothérapie, une hydratation, et éventuellement plus ou moins un prélèvement sanguin. On sait qu'on a plusieurs diamètres de canules, qu'on appelle les gauges, qui vont du 16 au 26. Ce qu'on va retenir ici, c'est qu'OGR, HER, nous, pour les enfants, on a préféré le 24 gauge, à savoir le jaune. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'avec le 24 gauge, qui pourtant est une gauge très fine, on va pouvoir avoir un débit maximum aux environs de 900 cc/heure. Donc, qui va nous permettre des remplissages assez conséquents. Au niveau des contre-indications par rapport à ces poses de voix, bon, c'est du bon sens, donc je ne vais pas les reprendre une par une. Il y a la possibilité de revenir dessus après derrière, vu que c'est quelque chose d'enregistré. Même chose pour l'utilisation, c'est du bon sens. Pas de nutrition parentérale sur du VVP, pas de pH très faible ou très élevé. Rien de nouveau. Au niveau des risques, on a divisé en deux phases. On a des risques qui sont liés à la pose et des risques qui sont liés à l'utilisation. Liés à la pose, donc, ça va être de se tromper de site et d'être plutôt sur une ponction qui va être artérielle à la place de veineuse. Une ponction qui va être en paraveineuse, ce qui peut nous arriver de temps en temps sur une transfixion en fait, de la veine. On va quand même avoir un petit peu de sang. Malheureusement, au labo, ça va être très compliqué à analyser et on se retrouve avec une grande majorité des résultats qui sont hémolysés. Et le dernier rite lié à la pose et pas des moindres, c'est celui-là qu'on va développer, c'est celui qui est lié à la douleur. Au niveau de l'utilisation, donc les risques qui vont être la phlébite, qu'elle soit d'origine inflammatoire ou infectieuse, la bactérémie et l'extravasation. Alors, petit rappel anatomique pour commencer. Superficielle de la face dorsale et superficielle de la face de l'avant-bras. Dorsale, donc on va préférer, ça c'est les petits tips que nous donnent les infirmières puéricultrices, celle qu'on va appeler ici la veine cubitale superficielle, qui est dans le prolongement entre D4 et D5, qui présente une très faible variabilité anatomique, c'est-à-dire qu'elle est présente dans l'immense majorité pour les enfants et les nouveau-nés. Donc voilà, moi je sais que c'est une veine que je vais aller chercher en priorité quand les autres ne sont pas facilement accessibles, puisqu'on sait qu'elle est là. Et ensuite, pour les veines superficielles de l'aspect antérieur, on a l'acéphalie qui correspond à la grosse, qu'on retrouve au niveau du pli du coude, qui elle aussi est très souvent présente. Et puis par contre, va nécessiter souvent la pose d'une attelle si derrière on a la mise en place d'un traitement, puisque l'enfant va avoir tendance à plier ses coudes, comme on le sait. Alors, maintenant, je vais vous parler au niveau du soin à proprement dit. On va fonctionner en fonction d'ordre chronologique. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avant le soin, qu'est-ce qu'on va faire pendant le soin et qu'est-ce qu'on va faire après le soin. Alors, avant le soin, dans un premier temps, ce qu'on va chercher à faire, c'est la pose de l'EMLA. L'EMLA qui est donc un dispositif à base de lidocaïne. On a la possibilité de le faire dès l'IOA. L'IOA qui va être le premier soignant finalement qui reçoit l'enfant aux urgences. Là, on a les critères de forte probabilité de pose de voie veineuse, avec des fièvres qui durent depuis 5 jours, avec une perte de poids supérieure à 15% chez un enfant qui se présente pour des diarrhées. On a tout un tas de critères qui sont utilisables.
et qui vont permettre à l'IOA de mettre en place ce patch d'EMLA dès le départ. Toujours pareil, dans l'objectif de gagner du temps derrière et gagner au niveau de la prise en charge de la douleur. Ce qu'on va retenir pour l'EMLA, c'est qu'il nécessite un temps d'application de minimum 1 heure, qu'on peut le laisser jusqu'à 4 heures, mais qu'à partir du moment où il a été mis en place 1 heure, on a une efficacité qui va durer jusqu'à entre 4 et 5 heures. Voilà. Mais le minimum à se dire, c'est qu'il faut qu'il soit en place 1 heure. Donc, mise en place par l'IOA si on a des critères de forte probabilité, ou alors, il n'y avait pas ces critères-là au départ. Finalement, c'est une fois qu'il a été vu et évalué par le médecin qui l'a pris en charge que la pose de voix a été décidée. À ce moment-là, soit le médecin prescripteur le demande expressément à l'IDE qui va s'en occuper, parce que tu peux lui mettre un EMLA, ça a gagné pour lui derrière, ou si ça n'a pas été demandé, que ce soit fait par l'IDE de soins, sur sa propre initiative, d'aller revoir avec le médecin prescripteur, est-ce qu'on est dans le cadre d'une urgence réelle ou est-ce qu'on peut différer un petit peu, à savoir différer d'1 heure finalement. Et quand on regarde au niveau de la prise en charge, 1 heure, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable, surtout si derrière on mène un acte qui est beaucoup plus confortable. Donc voilà, l'infirmier, une fois qu'il a pris contact avec son doc, est-ce qu'on peut différer? Oui, oui, et ben, je vais poser mon EMLA et je sais que derrière, ça se passera plus facilement. Donc, on a dit au niveau des durées pour l'EMLA qu'il faut qu'il reste en place 1 heure. Ce qui est aussi hyper important à savoir, c'est qu'il a un effet vasoconstricteur. Donc, qui dit vasoconstricteur dit quand je vais enlever mon patch, potentiellement, ça va être beaucoup plus dur d'arriver à retrouver ma veine. Voilà pourquoi ce qui est recommandé, c'est d'enlever le patch au moins 10 à 15 minutes avant de faire le soin. Voilà. Donc, je le pose 1 heure, j'enlève mon patch ou ma crème, je nettoie un petit peu et là, j'attends à nouveau 10 minutes pour que la veine ait la possibilité de réapparaître et d'être à nouveau visible. Donc là, on a parlé de l'EMLA. On a aussi la possibilité d'utiliser le chariot de distraction pédiatrique qui a été mis en place depuis quelques mois déjà, qui est disponible au niveau de l'IOA, dans l'angle au fond de l'IOA. Et ce chariot, il va vous permettre en fait d'avoir tous les moyens de distraction, enfin une grande partie des moyens de distraction qui sont groupés, qui sont ensemble dans un chariot. Vous allez trouver des moyens de distraction pour les plus jeunes, avec des dispositifs tournants, des dispositifs colorés, des dispositifs qui font du bruit, d'autres pour les un petit peu plus âgés, qui savent déjà lire, avec des livres à l'intérieur, avec des histoires. Et vous avez aussi les patchs d'EMLA, éventuellement, si on n'arrive pas à les trouver ailleurs. On a des masques avec des senteurs particulières dedans. On a les stylos, pareil, qui ont des odeurs. Tout ça, j'y reviendrai un petit peu après, parce que ça nous servira pendant le soin. Voilà. Donc vraiment, pas hésiter, si on revient sur cette diapo, à poser l'EMLA et à utiliser le chariot pédiatrique de manière quasiment systématique. Ce qui va être très, très important, avant qu'on puisse commencer tout acte, c'est d'essayer de mettre en place une véritable triade entre l'enfant, le parent et le soignant. C'est-à-dire qu'on n'en est pas un qui travaille contre les autres, le soignant contre le parent et l'enfant, ou voilà, qu'on essaye de tous travailler ensemble et d'avoir finalement une adhésion thérapeutique des parents qui soit forte, et c'est ça qui va vraiment nous aider. Donc, on va essayer de tous aller dans le même sens. Pour ça, ce qui va être pas mal d'essayer de mettre en place, c'est d'aller systématiquement, quand on est sur un acte invasif avec un enfant, de partir à 2, voire même à 3 soins, que ce soit un binôme d'IDE, que ce soit on ait une personne qui soit réellement dédiée à la distraction de l'enfant et l'autre qui soit bien plus concentrée sur l'aspect technique finalement de son soin. Voilà. Les enfants, il faut savoir qu'ils ont
une capacité, ce n'est pas des mini-adultes, comme on le sait tous, et ils ont une capacité à s'évader qui est bien plus forte que l'adulte. Donc, on va essayer de jouer là-dessus avec notre binôme, qui va chercher à l'emmener finalement ailleurs que ce lieu anxiogène qui est l'hôpital et la salle de soins et le monsieur qui arrive ou la dame avec ses aiguilles. Juste, je reviens un petit peu sur la triade enfant-parent-soignant. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à garder un parent avec nous, un parent ou un proche, pour que l'enfant il ait une figure d'attachement pendant le soin, qu'il ne soit pas uniquement avec des personnes en blouse blanche inconnues autour de lui, mais qu'il y ait une figure sur laquelle il puisse se reposer. Voilà. Cette personne, on la met en confiance, on l'assoit, on la garde avec nous, on lui explique avec des mots très simples et tout va bien se passer. Ensuite, on arrive sur la préparation du matériel. Bon, là, on a essayé de vous faire une liste exhaustive avec l'ensemble du matériel qui va être nécessaire. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon, le plateau pour mettre l'ensemble de notre matériel. Le garrot, dans le shower pédiatrique, on a des garrots qui sont autobloquants, qui sont des garrots qui sont spécialisés pour la pédiatrie. Puisque les garrots élastiques. On a tous déjà fait l'expérience de poser un garrot élastique chez un enfant. Et c'est la pose de garrot qui n'est pas censée être un acte douloureux. Et là commencent déjà les effusions de pleurs parce que c'est pas cool, parce que ça fait mal, parce que c'est surprenant. Alors que le garrot autobloquant va pouvoir être mis de manière beaucoup plus progressive et il est bien moins douloureux. Évidemment, on prend des compresses stériles, on prend un antiseptique, donc au choix, de la biseptine, la chlorex alcoolique à 2 ou 5%, actuellement du daquin. Ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est qu'on évite absolument, mais vraiment absolument, de prendre de l'alcool pour les enfants. Par alcool, j'entends l'alcool à 70%, pas celle diluée à 2 ou 5%. Pourquoi ? Parce que ça a été documenté, il y a eu des RMM dessus, des jeunes enfants, des nouveau-nés, qui ont fait des intoxications au H sur des infections à l'alcool et sur des pansements alcoolisés, qui pour certains, malheureusement, ont mené au décès. Voilà. Donc vraiment quelque chose à prendre au sérieux. On n'utilise pas d'alcool chez le nouveau-né et on l'extend même sur les enfants à éviter en priorité. On prend des tubes pédiatriques pour faire le prélèvement dans la foulée. On anticipe aussi la seringue pour les émocs et la seringue de gaz veineux, tout ça si besoin. On va prendre une bande auto-adhésive. La bande auto-adhésive, c'est une bande qui est du coup adhésive que sur elle-même, qui n'adhère pas sur la peau de l'enfant, parce qu'on sait qu'il a une peau qui est particulièrement sensible. Donc, on va éviter tout ce qui est finalement accroche avec les sparadraps, avec des matières qui sont agressives. On va préparer en amont notre attel s'il semble que ce soit nécessaire. On prépare nos cathés, on peut en prendre plusieurs d'ailleurs, des 24, du coup les jaunes. À savoir qu'on a aussi la possibilité d'utiliser des violets clairs qui sont pareil, des 24 gauges aussi, mais en 14 mm, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus courts et qui vont être utilisables chez les enfants très difficiles à perfuser. On va essayer de prendre de manière quasi systématique un octopus. L'octopus, vous le verrez sur la diapo de juste après. Je peux peut-être même déjà vous le montrer. C'est ce que vous avez tout au bout du montage, qui correspond en fait à une double sortie directement après le cathéter. Je vais y revenir. Donc on prend notre octopus, on n'oublie pas le purger directement, puisqu'on a, on a deux petites parties à purger. On prend la tubulure du PSE, la tubulure 3 voies, le robinet 3 voies, et évidemment l'upside pédiatrique. Ensuite, une fois qu'on a préparé tout ça, on peut déjà faire notre montage en amont. Au niveau de notre montage, on a retenu deux montages possibles. Le montage 1, le montage 2. Finalement, ce qui diffère entre les deux, c'est juste la position du robinet. Donc sur le montage 1, vous allez avoir un robinet qui est distal au regard de notre seringue de 50 cc et au montage 2, un robinet qui est proximal, qui est vraiment juste accolé à la seringue.
Donc, comme vous le voyez, on a notre flex de 250 de sérum Phi qui est relié à la tubulure. Je suis sur le montage 1. La tubulure descend jusqu'au robinet qui, elle, d'un côté, va descendre vers l'opsite et du coup vers la perfusion de notre enfant, et de l'autre côté du robinet qui remonte jusqu'à la seringue. Pour le montage 2, on a le flex qui est relié à la tubulure. La tubulure descend directement au niveau du robinet. Et depuis le robinet, on a notre tubulure PSE qui va aller directement au niveau. On va regarder un petit peu les avantages et les inconvénients pour les deux montages. Donc, au niveau du montage 1, c'est le montage qu'on voit finalement le plus souvent aux urgences parce que c'est le plus facile à mettre en place. Voilà. On prend notre tubulure, on envoie directement sur le robinet et c'est terminé. C'est déjà utilisable. Le gros inconvénient, qui est quand même à retenir, c'est qu'on a une variation des gradients de pression. Je m'explique, on a deux diamètres différents de tubulure. On va avoir notre tubulure classique qui part du flex et la tubulure du PSE. Ces deux-là se trouvent entre le pouce-seringue et la perfusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même résistance en fait, à l'intérieur et que si jamais on a une obstruction au niveau de notre voie, la tubulure du flex va absorber finalement cette obstruction. C'est-à-dire que l'alarme d'obstruction ne va pas se mettre en place. On va avoir des alarmes qui vont arriver que très tardivement et potentiellement, c'est ce qui arrive très souvent. Une fois qu'il y a l'alarme, la voie a déjà pété. La veine a déjà explosé en aval. Voilà. Donc, bien retenir que ça. Certes, c'est très facile à mettre une alarme et des débits qui potentiellement ne sont pas un réarmage de la seringue aussi qui est un petit peu plus fastidieux. Au niveau du montage numéro 2, du coup, qui était le montage de droite, si vous allez sur la droite de la photo, le gros avantage, c'est comparé au montage numéro 1, on a un respect des gradients de pression puisqu'il y a uniquement la tubulure du pouce-seringue qui est entre le pouce-seringue et le cathéter. Donc, on a un débit et une alarme de pression qui est fiable. Par contre, l'inconvénient, et qui n'est pas des moindres, ça veut dire qu'on a plus de manipulation au niveau de la préparation de notre montage. Voilà. Puisqu'il va falloir adapter le robinet directement à la sortie et enlever la fin de notre tubulure de flex. Bon. Je vous invite à tester un petit peu ces deux méthodes, même s'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers aujourd'hui, mais je sais que ça sera enregistré, j'espère, écouté par d'autres. Tester les deux montages et voir un petit peu celui qui vous convient. Quitte à essayer d'ailleurs un montage qu'on n'a pas l'habitude de faire. Maintenant, on arrive sur l'acte en lui-même, c'est-à-dire on arrive dans la chambre. On arrive dans le box avec notre mini-patient et son accompagnant. Prioritairement, c'est du bon sens, hein, mais ce qu'on va faire en tout premier, c'est bien évidemment réexpliquer le soin avec des mots simples, des mots très, très simples, sachant qu'on va éviter tout ce qui est piqûre, tout ce qui est douleur, tout ce qui finalement va renvoyer à quelque chose de négatif pour l'enfant. Voilà. On peut l'expliquer avec des mots simples. On va te poser une perfusion pour te passer des médicaments, pour te soigner, pour que tu te sentes mieux derrière. L'objectif, c'est d'arriver sur quelque chose de positif pour lui et pas sur quelque chose qui potentiellement va lui amener de la douleur, quelque chose de négatif, de pas bon. Une fois qu'on a expliqué le soin, on a la possibilité, surtout pour les nouveau-nés, de mettre en place un binôme qui est assez magique, qui est le saccharose-succion. Saccharose, vous en avez aussi disponible dans le chariot de distraction pédiatrique. Donc, c'est des petites pipettes de 2 cc de sucre concentré. L'objectif, ça va être d'en donner à l'enfant, au nouveau-né. On le recommande
avant 18 mois. De le donner à l'enfant. On sait qu'il y a un délai d'action qui est assez court, qui est entre 1 et 2 minutes et qui va avoir une durée d'action qui est entre 5 et 8 minutes. Donc, une fois qu'on l'a donné, on attend 1 minute et on a 8 minutes pour profiter de l'effet antalgique derrière. Et pour le potentialiser, on l'associe à une succion qui peut être nutritive ou pas, et qui peut être au sein de la maman ou pas. On peut très bien être avec le papa ou avec d'autres personnes. Cette succion au sein, elle peut être remplacée par une succion de la compresse, par une succion de la tétine, par une succion d'une poupée qui a été faite avec un autre matériel, éventuellement sur un abaisse-langue et une compresse dessus. Voilà, on a plein de choses qui sont possibles, mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'on a un effet antalgique qui est plus fort et plus rapide que les antalgiques classiques qu'on va donner, du type paracétamol ou Nopa. Voilà. Si on est sur un enfant un petit peu plus âgé, qu'on n'a pas on ne fait pas le saccharosuccion, on a la possibilité d'utilisation du Méopa. Donc, le mélange équimolaire que l'on connaît. Faut savoir que le Méopa, il est assez mal toléré s'il est proposé de but en blanc comme ça. Si on arrive avec notre bouteille, hop, on pose le masque, allez, respire, tu vas voir des éléphants roses. Non, dans 90% des cas, c'est compliqué à mettre en place. Du coup, ça nécessite un travail en amont. Ça nécessite que, avant l'acte technique, on est déjà anticipé, on lui est déjà amené un masque, on est déjà colorié un petit peu le masque avec le crayon odorant à l'intérieur pour lui faire sentir, commencer à lui expliquer, lui montrer la bouteille. Voilà, donc c'est vrai, tout ça on le sait, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va gagner en confort derrière. L'utilisation du Méopa, il y a assez peu de contre-indications. On les a toutes listées, c'est dans le chariot pédiatrique. Vous avez un espace protocole à côté, donc je vous inviterai à regarder un petit peu, mais sachez qu'il y en a vraiment très très peu. Ce qui est très important finalement, et c'est un petit peu le cœur de mon intervention, c'est le divertissement de l'enfant. C'est le divertissement qui va faire que notre soin va finalement bien se passer ou pas. Et c'est assez peu la technicité de l'autre intervenant qui va poser la voie veineuse. Au niveau du divertissement, ce que j'aimerais qu'on ait en tête, c'est une espèce de grosse trousse à outils. On vient avec notre grosse trousse à outils et à l'intérieur, on a plein d'outils qui vont avoir tous le même but, de divertir l'enfant. Et là, personne n'a la même trousse à outils et on essaye juste de rajouter le maximum de choses qu'on peut à l'intérieur. Pour ça, on va avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur du chariot de distraction pédiatrique. On l'a dit, tout ce qui est visuel, tout ce qui est auditif. On a aussi la possibilité d'utiliser des écrans. Les parents ont quasiment tous des smartphones avec eux, avec un dessin animé ou de la musique. On a des chants. On est en train de mettre en place un cahier avec tout un tas de comptines qui seront utilisables dans ces situations-là. On a la possibilité de tendre vers ce qu'on va appeler l'hypnose conversationnelle qui marche très très bien avec le Méopa. Donc en fait, c'est simplement, de par une petite histoire, amener l'enfant ailleurs. On part de quelque chose de très simple, à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'école, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec tes copains. On essaie de se baser là-dessus et hop, on s'invente une petite histoire pour le faire partir. Et généralement, ça marche vraiment bien, entre autres avec l'utilisation du Méopa. Au niveau des nombres de tentatives, ce qu'on recommande, c'est pas nous qui le recommandons, c'est une recommandation qui est nationale, hein, c'est bien évidemment de ne pas tenter déjà si la personne ne le sent pas, à la fois littéralement et physiquement, c'est-à-dire qu'on sent rien, on voit rien, on n'est pas à l'aise, autant essayer de voir avec un collègue qui peut-être le sera un petit peu plus. Si quand bien même on avait l'impression de pouvoir y arriver,
on évite de dépasser les deux tentatives. Hein. On évite de dépasser les deux tentatives et s'en référer assez rapidement au médecin prescripteur pour voir si on n'a pas une autre alternative peut-être que cette voie veineuse. Ou est-ce qu'on peut peut-être différer un petit peu le soin, temps d'essayer de mettre en place des nouvelles techniques, parce qu'après, c'est compliqué pour rester dans une gestion de la douleur qui est optimale. Alors, une fois qu'on a fini notre soin, on a posé notre voie, elle est fixée avec l'ensemble du matériel qu'on a montré tout à l'heure. L'idée, ça va être simplement de mettre en valeur, mais ça on le fait, je pense qu'on le fait quasi systématiquement, mettre en valeur l'enfant, même s'il peut agiter tout ça, un bravo, tu as été courageux, tu as été fort, ça coûte pas très cher et ça peut rapporter beaucoup. Et c'est surtout ce que lui, il retiendra à la fin. Donc voilà, pas hésiter à le mettre en valeur, à le féliciter. On a des diplômes aussi qui sont disponibles au niveau du bureau médical. On peut le remplir, ça lui fera un petit souvenir. C'est souvent bien accueilli par les enfants. On lui explique la suite de la prise en charge. Est-ce que tu vas la garder un petit peu, cette voie veineuse, la perfusion, parce qu'il va falloir passer les médicaments? Est-ce qu'on va bientôt venir te l'enlever? Est-ce qu'il va falloir que tu sois un petit peu attentif à ne pas trop plier ton bras? Voilà, tout ça, c'est des consignes qu'on donne à l'enfant, mais qu'on donne aussi à l'accompagnant, qui va avoir un rôle de surveillance très, très important sur l'enfant, parce qu'on ne va pas avoir la possibilité d'avoir un soignant tout le temps à proximité. Et enfin, une fois que tout ça est fini, tout s'est bien passé, on lui enlève la perfusion. Des petits tips qui nous ont été donnés aussi, plutôt que d'enlever la perfusion d'une manière verticale, donc en allant du haut vers le bas, on va plutôt chercher à être horizontal et à ouvrir en fait l'upside, voilà, qui va limiter les risques de traumatisme épidermique chez l'enfant. Voilà. Et donc, ensuite, on lui met en place un petit pansement dessus. Toujours pareil, on évite de mettre des choses trop agressives. Donc, la possibilité, si c'est un nouveau-né, de mettre juste une compresse nouée sur la plaie, ou éventuellement un petit sparadrap, mais on évite de mettre trop de matériel dessus, puisqu'on sait qu'ils ont des peaux très sensibles. Voilà pour cette présentation-là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. J'ai utilisé pour la première fois hier un petit peu le matériel du chariot de distraction pédiatrique. Je t'entends très mal. Alors, attends. Allô? Tu m'entends? Oui, beaucoup mieux. Ok, ça marche. J'ai utilisé hier pour la première fois le chariot de distraction pédiatrique en fouillant un petit peu ce que je pouvais trouver pour une enfant de 8 ans qui avait un petit corps étranger sous le pied. Et j'ai utilisé les stylos parce qu'elle trouvait que le masque du Miopa, il sentait pas bon du tout. Euh, Écoute, on s'est bien marré parce que finalement, on était avec Marie-Élise et Marine et personne ne savait trop comment s'en servir. Du coup, finalement, ça a servi parce que la maman, elle s'est marrée, la petite, elle s'est marrée à nous voir galérer un petit peu. Elle a choisi son stylo. Tu le mets où sur le masque, le stylo? Nous, on l'a mis sur le filtre côté masque. Mais je crois que l'odeur a tenu genre 30 secondes. Du coup, si tu as des tips. Ouais. Oui, moi, ce que je fais, c'est que je prends les masques classiques, les masques anesthésie. Je lui fais choisir un stylo. Donc, je lui ouvre tous les stylos. Tu sens lequel te fait penser à quelque chose d'agréable pour toi. Hop, il a choisi un. Et tu colories l'intérieur du masque. Juste trois coups de stylo. Et du coup, en fait, quand tu vas venir le poser sur l'enfant, quand il respire, il sent directement cette odeur-là. Ok, ça marche. Donc directement dans le plastique du masque, quoi. Mm. Ok, ça marche. Bon, j'espère que j'ai Je pas. sais que
Je sais que Barbara l'utilise aussi pas mal, les stylos. Peut-être que toi, tu l'utilises de manière différente. Non, 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 c'est exactement comme ça que les anesthésistes m'ont appris à faire. Bon, j'en profite pour te dire que c'est vraiment extraordinaire ce que tu as fait et qu'il y a vraiment un parallèle effectivement avec nos sutures. Et je voulais te demander, parce que j'ai vu pas mal de reportages d'urgence pédiatrique, et dans quelle mesure, effectivement, moi, j'essaye de faire un peu d'hypnose, de relaxation, mais le fait que je sois aussi le médecin qui recoue et qui fait mal, je pense que ça limite mon efficacité. Et je pense que ce que tu as dit là, le trinôme, c'est très important, et de ne pas laisser trop d'implication à celui qui pique. En fait, je pense que celui qui pique, il doit être oublié et que tous les autres doivent prendre toute la place. Donc, je pense aussi que nous, quand on recoue, finalement, moi, je vois avec l'expérience qu'en fait, il faudrait que je me taise et que ce soit les autres. Et s'il y a des formations comme ça au sein des urgences, je pense que les infirmiers et les aides-soignants pourront faire ce que je fais depuis des années et qui, en fait, est limité par le fait que je dois être aussi praticien. Et c'est pour ça que si j'espère que les infirmiers verront ta vidéo, je pense que ça améliorera la qualité des soins pédiatriques aux urgences du GHER. Parce que c'est vraiment très important de développer cela. On aimerait beaucoup, c'est l'objectif. Mais oui, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit. Nous, là, c'est des infos qui sortent pour la plupart de Pédiadol. Et c'est vrai que c'est ce qui est recommandé à savoir le technicien est technicien. Il rentre vraiment très, très peu en relation avec l'enfant et c'est les autres qui font la distraction, c'est les autres qui ont le contact visuel. Finalement, le technicien, il n'est quasiment pas vu. Je ne sais même pas s'il sera reconnu par l'enfant quand tu le croises dans les couloirs. Voilà. C'est le but parce que tous les reportages que j'ai vus sur les urgences pédiatriques, donc tu as une équipe très présente d'infirmiers et aides-soignants. Et en gros, le médecin ou l'infirmier qui va faire le soin, il passe en douce et c'est à peine bon, tiens, voilà le médecin qui arrive et tout, il va s'occuper de toi, mais il doit être vraiment l'invisible de la scène. Alors, parce que je dis ça, parce que je vois qu'il est venu avec Antoine avec ses trucs et tout. Effectivement, parce que en fait, on a pris l'habitude, quand on est en filière courte, de vouloir aller vite, de faire tout seul. Et je pense que pour la progression de la qualité des soins pédiatriques, et que ce soit pour la filière courte, il faudrait vraiment qu'il y ait une implication de l'équipe infirmière et aide-soignante pour que celui qui fasse la filière courte, ce ne soit pas lui qui fasse le guignol, en gros. Parce que tu peux faire le guignol, mais à un moment donné, tu es obligé d'arrêter de faire le guignol et de prendre ton aiguille et de lui faire mal. Donc, il y a une coupure qui est obligatoire. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, c'est très juste. Et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que tu dis que tu fais un petit soin et qu'il y a du monde, etc. On te dit, est-ce que tu as besoin de quelqu'un en plus? Et tu dis, non, ça va, écoute, on va discuter. Et puis, en fait, tu papotes. Et puis, tu as tout à fait raison. Il y a un moment où, en fait, il faut que tu fasses un geste qui va faire un petit peu mal. Et puis, à ce moment-là, si tu es tout seul, soit c'est la maman qui prend le relais, qui essaye de distraire, de papoter, machin, si elle tient la route. Et en fait, d'avoir un soignant à côté, c'est pire. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment bénéfique. Je coupe un petit peu parce qu'on traîne un petit peu c'est très intéressant, mais je me dis qu'il faut que derrière les gens puissent regarder ça, que ça dure pas 3/4 d'heure, sinon ça va les décourager un petit peu. Je vous propose de passer à la présentation suivante du coup sur l'introduction à l'évandole. Je ne sais pas qui prend la main. Est-ce que tu veux que j'en... Ok. Hop. Est-ce que vous avez accès du coup au diapo là? Vous le voyez? Ouais, c'est nickel. Ok. Du coup, un petit peu dans la continuité de, de la présentation de tout à l'heure. Et toujours pareil, dans une optique d'un petit peu d'amélioration de nos pratiques. On va essayer de mettre en place les vindoles et on va vous montrer un petit peu pourquoi, pour qui, par qui et comment. Voilà, un travail du groupe de la prise en charge des douleurs pédiatriques. Alors pourquoi? Il faut savoir que ça part d'une réflexion du groupe sur notre pratique courante au GHER aujourd'hui sur la qualification de la douleur pédiatrique. Comment on fait de manière GVS. Voilà.
le visuel analogique et verbal simple. Et finalement, on s'est posé, mais comment on fait pour les plus jeunes, pour ceux qui ont 3 ans, 4 ans, ceux qui sont finalement très difficilement capables de qualifier leur douleur, et pour qui le parent te dit je ne sais pas, il ne me dit pas, on n'arrive pas à communiquer avec lui, c'est compliqué. Nous, à l'IOA, on se retrouve un petit peu dans une impasse et sur une hétéro-évaluation qui est plus une évaluation uniquement faite par le soignant qui le regarde, il dit il ne crie pas, c'est vrai qu'il n'a pas l'air très douloureux. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres échelles, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui nous permettraient d'avoir finalement quelque chose de beaucoup plus reproductible qui serait fait et par l'IOA, et par les infirmiers de soins après derrière, et par le médecin, et qui permettrait d'avoir vraiment un suivi dans la prise en charge de la douleur. Et bien là-dessus, on arrive sur les 20 DOL. Et les 20 DOL, c'est quoi ? C'est une échelle qui est recommandée pour toute évaluation de douleur de l'enfant de moins de 7 ans, donc de la naissance jusqu'à 7 ans. Elle est particulièrement recommandée pour les urgences pédiatriques, pour la pédiatrie, la chir, le transport SMUR et la néonate. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait déjà plusieurs années que ça existe et c'est très largement utilisé en francophonie, entre autres au Canada, mais pas que. Il y a beaucoup de CH en France et de CHU qui l'utilisent. Par qui, du coup, qui est en capacité de faire cette échelle ? Finalement, un peu tout le monde. L'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge de l'enfant. Donc, l'IOA, qui va être la première personne qui la voit, le doc derrière, l'AS, l'IDE, l'ADE, donc l'ambulancier diplômé d'État, les étudiants, que ce soit les étudiants AS, les étudiants infirmiers, et évidemment, les internes. On est même en train de se poser la question, et je vous le présenterai après derrière sur la fiche de suivi, de l'ouvrir aux parents et aux parents, aux accompagnants qui sont avec l'enfant et qui auront leur petit livret pédiatrique avec eux. Alors, comment ça marche, les 20 DOL ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un score qui va de 0 à 15. 0, je n'ai pas de douleur, et 15, c'est la pire douleur qu'on pourrait imaginer. Elle se comporte de 5 items comportementaux qui eux-mêmes sont très simples, que je vais développer juste après. Dans chaque item, donc j'en ai 5, dans chaque item, j'ai 4 cotations possibles. À savoir, est-ce que mon signe il est présent ? Pas du tout. Donc, est-ce qu'il est absent ? Est-ce qu'il est présent un petit peu ? Est-ce qu'il est présent avec une intensité moyenne ? Ou est-ce qu'il est tout le temps présent ? Et ça, en droite, l'image que vous avez, c'est un tableau un petit peu récapitulatif qui va nous aider à faire notre évindole. Les idèmes comportementaux, je vous ai dit qu'on allait en parler, on en a 5. Expression verbale, mimique, mouvement, position et relation à l'environnement. On aura un petit... Oh, j'ai plus de batterie, donc ça ne va pas coupler. Un petit moyen mémotechnique après derrière pour les retenir. Mais il faut savoir que ça, c'est directement disponible déjà dans Urcal. J'en parlerai après. Au niveau de l'expression verbale, on va regarder, est-ce que notre enfant, c'est du bon sens, est-ce qu'il pleure, il crie, il gémit, ou est-ce qu'il dit qu'il a mal ? Est-ce que ça, c'est présent ? C'est présent un petit peu, c'est présent moyen, ou c'est présent beaucoup tout le temps. Bon, donc on a compris. Si ce n'est pas présent, 0 point. Si c'est présent un petit peu, 1 point, etc., jusqu'à 3 points. Même chose pour la mimique. Est-ce qu'il a le front plissé, les sourcils froncés, la bouche crispée ? C'est présent, c'est pas présent. Voilà, on cote en fonction de ça. Les mouvements, est-ce qu'il est agité ? Est-ce qu'il se raidit ? Est-ce qu'il se crispe ou non ? Au niveau de ses positions, est-ce que c'est des positions qui sont inhabituelles, qui sont antalgiques ? Est-ce qu'il se protège ? Est-ce qu'il reste complètement immobile ? Présent ou pas présent ? Relation à l'environnement, est-ce qu'il peut être consolé, que ce soit par la maman ou par le soignant ? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui se passe autour ? Est-ce qu'on arrive à communiquer avec lui ? Présent ou pas présent ? Un petit moyen mémotechnique dont moi je me sers. Et moi, monsieur, madame, pourquoi j'ai rien ? Alors, et pour l'expression verbale,
moi pour la mimique, monsieur pour le mouvement, pourquoi la position, et j'ai rien, la relation à l'environnement. Et moi, monsieur, pourquoi j'ai rien? Expression verbale, mimique, mouvement, position, relation à l'environnement. Un petit exemple rapide. Je vous laisse 30 secondes. Je vais brancher mon ordinateur, sinon il va s'éteindre. J'arrive tout de suite. Ok, désolé. Un petit exemple de cas clinique, on est avec Noé qui a 4 ans. Il est emmené au saut par sa maman car il ne veut plus bouger son bras gauche depuis ce matin où il jouait à faire l'avion avec son grand frère de 14 ans. En plus, contrairement à son habitude, Noé, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui interagit avec son environnement. Il communique très peu avec son entourage proche. On se rend compte qu'il n'a pas d'antécédent, il n'a pas de traitement. Noé, il ne dit rien. Il répond non à toutes les questions et il refuse qu'on touche son bras gauche. Son front, il est plissé, ses sourcils foncés en permanence. Noé, il se crispe et il se raidit quand on s'approche de son bras gauche. Typiquement, si là, on se retrouve à utiliser une échelle du type verbal simple, est-ce que tu as mal un petit peu, beaucoup, moyen? Non. Est-ce que tu as mal? Non. Ah, il a mal, non, ça veut dire qu'il a 0 douleur. On ne met rien en place, du coup. OK. Avec les 20 dollars, ici, on va se retrouver donc avec nos 5 items. Expression verbale. Est-ce qu'il pleure, il dit qu'il a mal? Non, il ne dit rien. Hop, du coup, 0. La bouche crispée? Oui, à fond. Hop, on marque des points. Les mouvements, est-ce qu'il s'agite ou est-ce qu'il se raidit? Il se crispe? Oui, on l'a dit juste avant. On marque des points. Position, est-ce qu'il a une attitude inhabituelle, antalgique? Il se protège? Oui, on marque des points. Relation à l'environnement? Oui, on marque des points. Et du coup, on se retrouve avec un évindol au final qui est à 9. Et ça fera la transition après derrière pour les protocoles de gestion de la douleur. Mais évidemment qu'un évindol qui est à 9, on a derrière des antalgiques qui sont mis en place pour calmer la douleur. Donc voilà, tout l'intérêt de cette échelle qui va nous permettre de mettre en place quelque chose, alors que si on se basait sur les échelles d'avant, on n'avait pas vraiment de critères déjà de reproductibilité, mais en plus d'éligibilité à des antalgiques. Pour finir là-dessus, donc c'est une échelle comportementale qui est simple, même si au départ elle nécessite un petit peu de se l'approprier. Elle est très rapide d'emploi. Elle est valable à tout âge jusqu'à l'âge de l'auto-évaluation, donc jusqu'à arriver à est-ce que tu as mal un petit peu, moyen, beaucoup. Et elle est valable pour tout type de douleur, que ce soit de la douleur chirurgicale, médicale, neuropathique. Voilà. Elle est très courante en francophonie, comme je vous le disais tout à l'heure, plébiscitée par les Canadiens, mais pas que. Et petit bonus, donc elle est déjà depuis 2-3 mois incorporée dans Urcal. J'ai mis pour IOA IDE, mais c'est aussi pour les médecins. Donc au niveau de l'IOA, quand on va dans en haut à droite, je sors de 3 semaines de vacances, je ne me rappelle plus le nom exact, mais l'examen pédiatrique. Voilà, on arrive dans l'examen pédiatrique en haut à droite, et vous avez un onglet pour les vindoles. Et du coup, vous avez un menu déroulant qui va s'ouvrir exactement comme le Glasgow, finalement. Si on est familier avec le Glasgow, c'est le même principe. Donc, menu déroulant avec nos items qui vont nous dire est-ce qu'on marque 1 point, 2 points, 3 points à chaque fois. Poum, poum, poum. On arrive à un score au final et ce score, il est affiché dans notre IOA. Voilà. Et pour les IDE, au niveau de la feuille de soins, là où on a le relevé température, tension, poids, tout ça, on a aussi la possibilité de rentrer un évindol. Voilà. Et merci à nouveau de votre attention. Et là, vous avez les différentes sources qui ont été utilisées. Est-ce que vous avez des questions? Merci, c'est hyper clair ta présentation. C'est cool. Ça rend effectivement. Je ne m'étais pas trop penché sur les vandoles. Je l'avais vu effectivement à l'IOA, mais quand tu vois des
truc à double entrée avec 5 items, 4 machins, tu te dis, oh là 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 là, ça va être compliqué. Et en fait, ou en fait, non. C'est bien, je trouve que ça l'a bien simplifié et rendu concret. Merci beaucoup. Bah, de rien. D'autres, pas de questions? Hop. S'il n'y a pas de questions. Séverine, est-ce que tu veux que je présente du coup l'affiche, même s'il n'y a pas grand monde? Si tu veux le montrer quand même pour ceux qui sont là, parce que c'est comme ça fait un premier, juste 1 minute, quoi, histoire de... Est-ce que vous la voyez? Oui. Pas en entier, mais oui. Ok. Pas en entier? Ah, c'est bon, là, en entier. Ok. Du coup, ça, c'est une fiche de suivi qui a été établie, mise en place par le groupe douleur, prise en charge de la douleur pédiatrique, pour essayer d'avoir un petit peu un suivi de notre prise en charge de la douleur depuis l'entrée de l'enfant jusqu'à soit sa sortie des urgences, soit son hospitalisation en service. Comme vous pouvez le voir, donc en haut, donc on a tout ce qui est le point identité, tout ça, et juste à côté, les vindoles, voilà, avec nos items, l'expression vocale, et moi, monsieur, pourquoi j'ai rien, expression vocale, mimique, mouvement, position, relation à l'environnement, l'ensemble des scores juste à côté, ce qui va nous donner un total. Juste en dessous, on a les antalgiques qui vont être donnés. Pour ça, il faut savoir que ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas parce qu'on a donné cette fiche-là que ça fait office de prescription médicale. L'idée, c'est juste qu'il y ait un suivi pour les personnes qui vont garder cette fiche-là, donc pour l'accompagnant en fait. L'accompagnant va voir qu'au début, elle avait un Evindol, elle ou il avait un Evindol à 10, qu'on lui a donné du paracétamol, c'est marqué dessus, l'IOA a marqué paracétamol parce qu'il y a du paracétamol qui a été donné, et que, on regarde, 45 minutes après, il est passé à 8. Ah oui, ça veut dire que la douleur, elle a diminué grâce aux antalgiques qui ont été donnés. Ah, c'est bien, ils ont fait quelque chose pour mon enfant. Bon. L'objectif, en fait, c'est qu'il y ait un visuel sur ce qui a été fait, à la fois pour l'accompagnant et l'enfant, qui est un support un petit peu pédagogique, interactif entre les soignants et l'enfant, l'accompagnant, et nous pour avoir un suivi aussi derrière de la douleur quand on va le voir dans la chambre. Voilà. Il y a aussi une partie sur... Une alerte aussi, une alerte des parents potentiellement en fait, puisque des fois on est un peu pris pris dans le flux des urgences avec des réévaluations qui sont difficiles. Donc le parent peut aussi se dire au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai encore des signes de douleur et j'alerte l'équipe soignante. Voilà. Et éventuellement, la possibilité, si on a dépassé les 7 ans, parce que c'est ou que l'enfant est en capacité de faire son auto-évaluation, donc de marquer à la fois les Vindols sur la partie en haut à droite, le total sur 15, et juste en dessous, son penchant en EVS ou en EN. Sachant que tout en dessous, on a un petit rappel des équivalents entre les EVS, les EVL, le N, pardon, et les Vindols. Voilà. Donc, ça devrait être une fiche qui sera disponible dès l'IOA et qui devrait suivre l'enfant tout le long de sa prise en charge. Tu valides ce que je dis, Séverine? C'est bon? Oui, parfait. On a pris un peu de retard avec tout ce qui s'est passé au niveau des urgences, mais on espère que là, on va pouvoir réavancer sur la douleur. Super.